Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous de littérature. C'est le plateau autour duquel on débat des questions de livres avec un auteur. Et comme depuis le samedi passé, ce numéro sera aussi spécial et consacré à notre passage à Conakry, en Guinée, en République de Guinée, pour parler un peu de ce grand rendez-vous international, les 72 heures du livre. Et à l'occasion, nous avons rencontré certains grands acteurs du monde de la littérature, notamment africains, comme par exemple Samy Tchad, lui qui est auteur, écrivain, grand essayiste togolais, mais qui parcourt le monde entier désormais à la conquête et à la découverte des grandes cultures. C'est à lui que nous donnons pour la première fois la parole, en tout cas au début de ce numéro de votre émission, pour nous dire un peu quelles sont ses impressions par rapport à ce rendez-vous des 72 heures du livre. Pour un reportage important dans le cadre de quelques activités que j'avais eues avec le magazine Géo. Mais pour les 72 heures qui sont à leur 15e édition, c'est ma première participation. Mon sentiment général, il y a quand même un sentiment général qui se dégage. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'activités, je ne peux pas faire une synthèse quand même de tout ce qui a été fait. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas vu beaucoup d'activités qui se passaient à des endroits différents. Cependant, ce que je peux dire, c'est que pour moi, habitué peut-être à des festivals littéraires, la littérature n'a pas toujours eu la place qu'elle mériterait. Cependant, 72 heures de livre, on n'a peut-être pas dit 72 heures de littérature. Mais moi, j'ai un angle par lequel je prends les choses de la littérature. Ça n'a pas toujours eu une place importante dans les manifestations. Oui, mais est-ce que ce n'est pas dessein? On voit aujourd'hui que beaucoup de monde fuit la littérature. Il faut bien l'agripper à quelque chose pour que le monde s'y intéresse. Le mélange littérature, tourisme et peut-être même gastronomie aussi, peut-être un petit choix à dessein pour faire prospérer le livre dans les cœurs. Oui, c'est une réalité. Dans les pays où on n'a pas la littérature, n'a jamais vraiment eu une place importante. Sinon, en France, où moi je vis, quand on dit un festival littéraire, c'est un festival littéraire. Quand je vais au Marathon des mots, qui est quand même l'une des manifestations les plus importantes en France, oui, la littérature, elle a toute sa place. Quand on est à Saint-Malo, c'est vrai, il y a le cinéma, il y a la littérature. Mais bon, la littérature, elle a sa place. On invite plus de 200 écrivains et venus du monde entier. On parle de littérature. Quand on parle du festival ou bien de Paris Livre, le salon du livre de Paris, on parle de littérature. On n'a pas besoin d'agripper ça à quelque chose. Quand on est à Berlin, on parle de littérature. J'admets que on n'est pas non plus peut-être dans des contextes comme ceux-là, parce que c'est vrai, si on résumait tout à la littérature, on aurait un intérêt très très réduit dans nos pays pour le moment. Est-ce qu'on est obligé d'agripper, est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres? Eh bien, on fait comme les autres. C'est un festival culturel, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est même ça notre problème. Nous ne sommes que ce que les autres ont créé en nous et nous avons l'impression que nous avons des voix. Nous les imitons et nous n'avons pas les moyens de faire ce qu'ils font. C'est tout. C'est-à-dire, nous faisons en moins bien ce qu'ils font et nous pensons faire des choses alors que nous n'avons rien inventé. Nous ne sommes que dans l'imitation. Nous imitons ce qu'ils ont créé. J'ai l'impression que Samy s'est ennuyé. Je ne me suis pas ennuyé. Non, l'ennui est une chose différente des réserves énormes que je peux avoir sur un festival parce que j'en ai l'habitude, des décennies quand même à participer à des événements un peu partout dans le monde. Je sais quand même faire tout de suite un bilan à partir de ce que je vois ou de tous les échos que je peux avoir. Je ne me suis pas ennuyé parce qu'il y a au moins le côté humain. Un festival, c'est aussi des retrouvailles, des rencontres. Donc il y a quand même ce côté-là qui est le off de tout événement de cette ampleur-là. On ne s'ennuie pas, on observe et on a quand même des réserves, on a des retours à faire peut-être qui permettent d'améliorer ce qui va arriver après, dans la mesure où même après une 15e édition, on ne peut pas non plus dire qu'on a atteint la perfection. Elle ne sera jamais atteinte, mais il y a des possibilités d'améliorer. Et si Samy doit être conseiller de 72 heures du livre, qu'est-ce qu'on va changer là? Si j'étais conseiller à partir de cette édition, c'est vraiment de cette édition, puisque c'est la seule que je connais, je dirais qu'il faudrait réduire la part
très politique de l'événement, parce que les discours qu'il y a eu, qui sont quand même arrimés directement à la politique, au contexte politique actuel, ont occupé peut-être une place importante. Peut-être le discours politique le jour de l'inauguration et ensuite on peut ne pas l'intégrer directement dans les événements. Mais disons, on sait que l'État, s'il est derrière, il est derrière quand même. Hein, le festival, s'il n'est pas derrière, parce qu'il y a des festivals où l'État n'aide même pas, il n'est pas derrière, mais on n'a pas nécessairement besoin que des représentants de l'État soient constamment dans la zone immédiate des activités pour tenir des discours. Ça peut parfois peut-être un peu plomber les choses, comme c'est-à-dire la politique occupe une place, elle a déjà tout l'espace, elle peut récupérer n'importe quel autre espace. On le sait partout dans le monde, hein, c'est pas propre à la Guinée, mais il faudrait peut-être trouver le moyen de la rendre plus discrète dans sa participation à cet événement-là. Ah, donc pour vous, c'est pas un plus que d'avoir des hommes politiques dans les environs des livres, alors même qu'on les tasse d'un culte qui s'intéresse très peu à la culture, en tout cas aux livres en Afrique. On fait une confusion. C'est-à-dire la présence des hommes et femmes politiques dans un événement ne signifie pas la présence du politique dans l'événement du politique immédiat. Les États soutiennent quand même. Les événements littéraires sont soutenus par les États, donc par les politiques. Ça, c'est une nécessité, mais leur présence immédiate par des discours n'est pas une nécessité. On n'est même pas sûr que leur soutien soit à la hauteur de leur présence par les discours. Parce que j'ai entendu, moi je ne connais pas la structure quand même des 24 heures, hein, mais j'ai entendu quand même les remerciements. Ils sont allés en grande partie à la France. Ça veut dire quand même que ça dépend quand même en partie de ce qui vient de structures étrangères à la Guinée. C'est quand même l'Harmattan derrière. Oui, l'Harmattan derrière, mais bon, déjà, l'Harmattan, c'est vrai, l'Harmattan est l'organisateur principal, c'est vrai, mais bon, les fonds, il y a vraiment la France, c'est Sancy lui-même qui le dit, le principal partenaire, c'est la France, en termes d'investissement quand même financier. Vous avez des craintes à ce propos? Que la France prenne le devant, qu'elle soit remerciée instamment, constamment? Non, je n'ai pas de crainte, je suis habitué, hein, je veux dire, quand on est au Mali, quand on est au Burkina, la France, elle est toujours là. Le seul pays où je sais que personne ne remerciera la France parce qu'on ne lui demande rien quand on organise un événement, le Salon du Livre d'Alger. C'est-à-dire, c'est l'Algérie, hein, c'est même pas le pays où tu oserais remercier la France, parce que voilà, tu fais ça en Algérie, je pense que tu te serais trompé vraiment de planète. Donc il y a des pays comme ça. Je suis allé à des événements littéraires en Afrique du Sud. Non, il y a des possibilités, une autonomie de financement en Afrique du Sud. Donc je n'ai pas peur, mais je pense que longtemps encore, nos structures qui organisent des événements seront dépendantes de ce que la France nous apporte comme aide, ça c'est sûr. Samy Tchak est quand même un citoyen du monde, dois-je dire, né à Lomé dans son Togo natal, a fait la France, a connu l'Amérique latine, a connu quelques pays, notamment en Afrique centrale, le Cameroun notamment. Vous venez de parler de l'Afrique du Sud, c'est donc un citoyen du monde. À cette occasion, on parle d'interculturalité. Comment Samy se définit? Je ne sais même pas si... Moi, je suis né dans un petit village au centre du Togo, plutôt dans ce qu'on appelle la région de Tchaoudjo. C'est vrai, j'ai eu la possibilité de parcourir quand même le monde en voyageur qui n'a pas nécessairement la possibilité de s'imprégner des réalités locales parce que je ne passe pas beaucoup de temps. Les salons, pour ceux qui les connaissent, ont une particularité qu'on retrouve partout, c'est qu'elles sont hors de la réalité en général, dans la mesure où, ou bien ils sont, les salons, hors de la réalité en général, dans la mesure où on a des parcours balisés. On quitte l'hôtel, on se rend à un endroit où il y a des stands, on quitte l'hôtel, on se rend dans un endroit où il y a des événements, mais
en général, on ne voit pas grand-chose du pays ou de la ville dans laquelle on vient. Dans ce cas-là, on n'est pas nécessairement citoyen du monde. Quant à l'interculturalité, j'ai du mal à d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que nous entendons par interculturel? C'est quoi? Ça signifie quoi? Vous êtes quand même sociologue, ethnologue. Oui, je sais, les sociologues et les ethnologues racontent des bêtises, on le sait, hein, c'est pas non plus... J'ai consacré mon dernier livre avec un anthropologue comme personnage principal. Le continent du tout et du presque rien revient sur l'anthropologie, l'ethnologie. On a quand même tendance à appeler interculturalité le triomphe de plus en plus intégral de l'occidentalité. C'est quoi interculturel quand on parle de livres? Nous sommes dans le giron de la culture occidentale. Ce n'est pas l'interculturalité, c'est que nous sommes occidentalisés avec quelque chose peut-être de tellement pathétique. Pour moi, pathétique, c'est que nous sommes en train d'aller de plus en plus vers ce que les autres ont déjà fait, qui s'est peut-être déjà épuisé. Nous le faisons mal, comme je le disais au début, en les imitant, avec l'impression que nous sommes nous. C'est quand même ça le problème. Interculturel de quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé d'interculturel dans le salon du livre ou dans les 112 heures du livre? C'est le brassage humain, par exemple. C'est que des œuvres d'univers culturels différents se croisent. Par exemple, s'interpénètrent, s'interéchangent. Un Béninois qui amène son livre au salon aux 72 heures du livre de Conakry, il peut quand même rencontrer d'autres auteurs, il peut voir d'autres lecteurs et autres. Non. Non, c'est pas pour ça que ça deviendrait interculturel. Le Béninois que je rencontre, le Togolais que je rencontre, le Guinéen que je rencontre, l'Haïtien que je rencontre sont des personnes formatées dans la même zone occidentale, c'est-à-dire quelque chose qui échappe aux frontières pour devenir un espace ouvert, formaté par les mêmes. Ce que j'ai appelé la verticalité universelle occidentale nous concerne tous. Je ne vois des Béninois ici que des gens qui nous ressemblent parce que nous avons des parcours similaires. Nous n'apportons pas quelque chose qui viendrait de nos cultures dites africaines, authentiques, ça ne veut rien dire. Nous nous ressemblons, c'est pour ça que nous nous retrouvons. Nous nous rassemblons parce que nous nous ressemblons. Nous nous ressemblons parce que nous sommes le produit des autres. C'est quoi interculturel? C'est pas quand je lis quelqu'un, je ne le juge pas en fonction de sa culture, je le juge en fonction des critères quand même, de la connaissance, en fonction des critères occidentaux de ce qu'on peut appeler la littérature, la culture intellectuelle. Je ne suis pas en train de savoir s'il me dit quelque chose de comment il écrit quand même. Ça m'intéresse. Mais on a quand même de moins en moins un espace d'interculturalité. On a un espace d'occidentalisation qui reste quand même caricatural, je l'admets. Mais nous ne sommes que des produits occidentaux. Selon moi, je ne vois pas tellement ce qu'on entend par interculturel. Alors le sujet devrait se poser comment? Le sujet ne se pose même pas. Il ne se pose pas. C'est comme je prends, on parle de culture, je peux prendre les pays, hein, je veux dire, c'est quoi le Bénin, le Togo ou la Guinée? Ce sont des caricatures occidentales dont le rêve le plus pur est en deçà du passé occidental. On prend une ville, elle se développe un peu, quelque part comme Kigali, on dit, il se développe. La ville de Kigali n'est même pas ce que sont des petites villes de province en France. Donc notre vision, elle est en retard sur le passé de ce que nous imitons. Je ne vois pas tellement qu'est-ce qu'on peut appeler les perspectives. Je pense que nous sommes peut-être piégés par une double chose. On est dans le giron occidental, on ne l'admet pas pour trouver des voies peut-être à l'intérieur qui nous permettent peut-être de rester moins écrasés. En même temps, nous avons la prétention qu'il nous faut retrouver notre authenticité. Et ça, c'est quand même peut-être là qu'on parle d'interculturel, parce que les gens rêvent encore à ce qu'ils appellent authenticité africaine, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une culture africaine, il n'y a pas une civilisation africaine, il y a des cultures, ça ne veut rien dire. Nous sommes dans le giron occidental et que bon, notre rêve, c'est peut-être de mieux faire là où nous sommes. Vous avez un regard négativiste sur ce qui se fait en Afrique? Non, je n'ai pas un regard négatif, j'ai un regard objectif et réaliste.
je ne suis pas un rêveur, je vois quand même que le monde, il est le monde occidental. Et même s'il ne l'était pas de nos jours, il l'est encore plus. Avec la civilisation du numérique, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de dire qu'on y est. Même les jeunes qui disent aujourd'hui on a beaucoup de possibilités pour faire quoi? Pour faire ce qui est déjà fait ailleurs. Quelqu'un invente un petit truc, on est en train de s'extasier, un Togolais a inventé un truc, qu'on le compare aux inventions qui existent déjà en Occident. Qu'est-ce qu'il a inventé? Rien du tout. Donc, on est dedans et je ne suis pas en train de dire que c'est triste, je suis en train de dire que c'est peut-être là qu'il faudrait que nous améliorions notre capacité. Vous avez tendance à minimiser le génie africain peut-être. Il y a quand même de petits pas qui se mettent. Donnez-moi un exemple de quelque chose que quelqu'un a fait de génial qui ne soit pas quelque chose en deçà de ce qui a été déjà fait ailleurs. Moi, j'aimerais un exemple. Quoi? Qui a inventé quoi? Qui ne soit pas un truc qui a déjà été inventé, c'est-à-dire qui est en deçà de... La robotique en médecine, par exemple, la robotique en médecine, par exemple, par un scientifique béninois. Oui, là, et ça, c'est un truc révolutionnaire qu'on n'a pas fait ailleurs. C'est-à-dire que ça a révolutionné le monde. Un béninois a inventé un truc en médecine que le monde entier ne découvre. On n'a rien fait de mieux. Mais si vous analysez bien son art, ce qu'il a inventé est en retard sur ce qui existe déjà. Donc, il faudrait qu'on soit objectif. Il a inventé quoi? Pour les Béninois, ça a du sens. Ça a révolutionné quoi? Je ne crois pas. Quelle est l'actualité de Samy Tchak actuellement? C'est vrai qu'on attend beaucoup de livres. Des livres sont déjà passés, faut-il le dire, avec beaucoup d'intérêt. Actuellement, c'est comme une sorte d'hibernation, de retraite. Un écrivain n'hiberne jamais, puisqu'un écrivain qui hiberne est peut-être un écrivain qui écrit dans un premier temps pour lui-même. Ce qui n'est même pas mon cas. J'ai sorti mon dernier roman en 2021. J'ai terminé déjà un roman qui est avec mon éditrice, qui a même un titre déjà définitif. Il parle de quoi? Il parle de ce dont l'écrivain doit parler. L'écrivain ne parle que de choses, de la condition humaine. C'est plutôt par tel angle. Par tel angle, ce livre que j'ai... Vous l'attaquez comment? J'ai intitulé Les sombres étoiles de la nuit tardive. Par quel angle on entre dans la condition humaine? C'est par l'angle de la maladie. La maladie et l'âge. Comment on s'achemine vers cette sorte de nuit qui attend tout le monde et qui peut être brutale pour certains parce qu'on la voit toujours à l'horizon de la vieillesse. On oublie quand même que des étoiles s'éteignent parfois à peine nées dans le ciel. Des gens qui n'ont pas 1 an qui meurent, des gens qui ont 2 ans qui meurent. C'est-à-dire cette nuit-là qui attend tout le monde et qui rend la condition humaine quelque part à la fois belle et tragique. C'est elle qui est le sujet de ce roman qui est déjà terminé, intitulé Les sombres étoiles de la nuit tardive. Samy Tchak, merci. Merci. Vous venez de suivre donc Samy Tchak, auteur et grand écrivain togolais qui parcourt le monde entier à la découverte des cultures, qui nous a proposé son opinion par rapport à la tenue des 72 heures du livre de Conakry. Derrière lui, nous avons le béninois Stephen Akplogan, lui qui est biographe, qui a essayé de retracer la vie d'un ancien ministre congolais, notamment Henri Djombo. C'est lui qui nous donne son impression derrière Samy Tchak au sujet de ces 72 heures du livre. On va suivre. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de terminer pratiquement les 72 heures du livre. Ça fait une semaine de séjour à Conakry. Premier sentiment? Il faut féliciter Sansi et le groupe pour l'effort fait. Parce qu'au moment où eux s'évertuent à faire quelque chose, d'autres dorment, ils font rien. Donc, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher à ce salon, c'est déjà bien qu'il nous ait réunis de toutes parts et qu'ensuite que tout se fasse dans ce cadre, les causeries, les tables rondes, les ateliers, les rencontres. C'est déjà une prouesse et on encourage. Qu'est-ce qu'un biographe peut venir chercher à 72 heures du livre? Un biographe a déjà pour matériau le livre. Donc là où le livre est, il doit y être. Et a fortiori, quand le livre s'ouvre au cours de ces rencontres à des personnalités politiques,
administratives, des parcours intéressants qui communiquent et convient le regard, un biographe peut y être. Et la preuve, je suis arrivé avec l'un de mes auteurs, l'un de mes sujets, et c'était une occasion de réaliser la connexion entre ce que je fais et celui que lui est, ce qu'il est. Et cette rencontre a pu se matérialiser, entre autres, les activités que nous avons eu à faire au niveau de l'état-major de l'armée, où nous étions, Henri Djombo, ministre, Sami Tchak, écrivain, et moi-même, pour interagir avec les militaires qui écrivent. Voir la symbiose, voir ce qu'ils partagent, voir si nous sommes dans le même univers de création. Est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion sur la perception du livre dans l'économie sociale, c'est-à-dire cette dynamique qui permet de socialiser le regard, d'inviter les gens à plus d'attention, ainsi de suite. Parce qu'il faut dire, on considère l'armée comme une brute. Et dans le cas d'espèces, surtout en Guinée, on sait tout ce qu'on pense de l'armée. Et il fallait qu'on aille là pour leur dire que ceux qui osent, dans cet univers de muet, ceux qui osent écrire, ceux qui osent porter un propos, font bien. Ça permet ça comme pour bénéfice d'amener le peuple à se dire, ils ne sont pas bruts, ils compatissent, ils comprennent. Parce que tout écrivain porte quelque part une certaine sociologie et ce qui se vit et se fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir prêché dans le désert? On dit que chez les militaires, c'est le silence, c'est la soumission avant réclamation. Je m'imagine mal un militaire en train de prendre sa plume et de se confier au papier. Et pourtant, ils l'ont fait. Nous avons eu 2 lieutenants qui ont porté des livres et qui sont à 2 livres. Chacun d'eux a publié 2 ouvrages. Nous ne les avons pas lus, mais l'enthousiasme qu'il y a eu au niveau de la caserne permet de prendre la mesure et de comprendre que c'est des gens qui ont fait des œuvres appréciées par leurs compères. Et le général qui a présidé la cérémonie, général et en même temps directeur de cabinet, a d'ailleurs exhorté les autres militaires à mettre le pied dans les pas des autres, à les imiter. Et il a dit cette formule. Bien vrai, l'armée est muette, mais tout ce qu'on ne peut pas dire, on peut l'écrire. On peut l'écrire et il prenait l'exemple du ministre Djombo qui, tout en étant dans un gouvernement, peut critiquer certains écarts sociaux, critiquer certains écarts politiques. Un militaire, c'est pas un ministre, hein, il n'a pas autant de liberté et d'autorité. Oui, mais un militaire peut dire sous le couvert de la fiction ce qu'il pense. Nous-mêmes, nous venons parfois de pays où on est bâillonné. Je ne parle pas du Bénin. Mais il y a des pays de dictature célèbres par la brutalité dont ils font preuve. Mais n'empêche, des gens écrivent dans ce pays, des journaux paraissent, des auteurs écrivent une fiction pour dire ce qui ne va pas. Je donne mon exemple, j'ai écrit un roman Intifada la feuille morte, paru en 2020 à Paris. Et au cours d'une rencontre ou d'une interview, plutôt une émission télévisée, on me demande pourquoi je n'ai pas édulcorer la réalité avec des prêtres noms et qu'en citant réellement ou énormément des quartiers, des noms de personnes connues, je me mettrais à dos la fougue de la politique. Je dis non. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes dans un espace de création et la fiction permet au moins de faire passer la pilule et je pense que les militaires aussi peuvent le faire. Vous êtes venu faire des affaires alors? Si vous le dites comme ça, on penserait que je suis affairiste. Je suis un modeste écrivain, biographe, et mon rôle c'est d'identifier les parcours, ceux qui ont vaille que vaille créé un univers admirable, ceux qui ont porté des idéaux et qui les ont incarnés, afin que d'autres puissent s'inspirer, notamment des jeunes, parce qu'aujourd'hui il y a une panne de modèles, d'inspiration, et en dehors des églisettes qui nous appellent oisivement à pardonner, à croire en la fatalité, il faut réellement que nous puissions dire à nos contemporains, à nos citoyens, à nos amis, à nos frères, que là où tout paraît obscur, une luciole pourrait éclairer. Et la biographie, c'est ça, mettre de la lumière sur l'impossible, dire à tous que ce que vous prenez comme l'impossible, vos douleurs, d'autres l'ont eu avant vous,
et ont triomphé de ces impasses pour être de gens admirables que nous applaudissons. Alors, on a quand même remarqué au cours de ces 72 heures du livre une omniprésence du politique et de la politique. Ça vous embête ou ça vous réjouit? Oh, ça ne m'embête pas, mais ça ne me réjouit pas outre mesure parce que je sais que ce politique qui est là, c'est que des propagandistes. Ils sont là en fait pour attirer une parcelle de lumière sur ce qu'ils font. Ils donnent d'une main et reprennent d'une autre. Et donc qu'ils soient là, moi ça ne me dit rien, ça ne m'impressionne pas. C'est une solidarité de façade. Ils sont là juste parce qu'il y a des écrans, la télé, ainsi de suite, il y a du monde, on va certainement les applaudir. Mais va voir combien d'entre eux prennent le temps de lire, de connaître les auteurs de leur pays, d'apporter leur caution, leur soutien à la dynamique du livre dans ces pays. Je ne parie pas, je ne parie pas sur ce coup. Alors, vous étiez donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec votre sujet Henri Djombo. J'ai envie de dire l'intarissable, j'ai envie de dire le grand inspiré éternel. Et avec lui, et en complicité, on connaît d'ailleurs votre proximité. Vous avez pu accoucher un tout dernier paru à Lomé, qui revient un peu sur, je dois dire, ce qu'il n'a pas dit dans ses fictions. Et quand on lit un peu l'ouvrage, on a l'impression d'un monsieur traqué qui a envie de répondre enfin, qui veut régler des comptes, qui veut parfois même menacer à travers des sous-entendus. C'est quoi? C'est une option d'attaque désormais. On connaît Henri Djombo, silencieux, refermé, taciturne à la limite. Non, je ne pense pas que ce soit une chasse à la sorcière, une façon de répondre entre griffes à certains adversaires ou certains ennemis. Ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs le titre est évocateur, ce que demain dira de nous. Je pense que entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce qu'on pense de vous, rien n'est plus utile que ce que demain retiendra de vous. Et donc, il était pour lui important, comme pour moi aussi, qu'il revienne sur certains aspects de sa vie, sur des faits qui se sont déroulés durant tout son mandat et tout l'exercice de sa charge, j'allais dire, de sa charge ministérielle, revenir sur ces points pour questionner le regard, remettre certains faits dans leur contexte. Lui les a vécus, il n'a certainement pas eu le temps de les brosser à une certaine période. Il est revenu sur certains détails, poser le décor, fixer les limites. Et à partir de là, ceux qui ont vécu ces événements peuvent mettre un nom sur chaque chose, sur ce qui s'est passé. C'est ce qui a été fait. Une façon de s'expliquer. Pas une façon et implicitement de menacer aussi, quand il commence par situer des événements, des personnages, des personnalités. C'est une sorte de menace aussi. Je ne pense pas. Quand vous avez des enfants qui ont grandi et qui sont dans la société, et cette société pense que vous êtes milliardaire, que vous avez détourné, que vous avez fait ceci, eux ils sont dans l'intimité, dans votre intimité, dans votre secret. Ils savent ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Et donc, pour eux, il faut parfois prendre la responsabilité de dire certaines choses, de laisser des traces, des choses questionnables. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas toujours agréable d'apprendre qu'on traite un parent de tel mot, de tel adjectif, alors qu'il n'en est en réalité rien. Laisser filer le silence ou laisser parler le silence, c'est une sorte de consentement. Et donc, comme on l'a dit, c'est un refus d'endosser une responsabilité qui n'est pas sienne. Et c'est pour ça il prend le temps de fixer le cadre et de dire qu'en réalité, il n'en est rien. Il y a plus de fantasmes sur ce qu'on croit savoir et ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça qu'il dit ce que demain dira de nous. Donc ce qu'il vaudra ou ce qu'il en est de son parcours, c'est ça qu'il a confié à ce livre, qui est un livre synthèse. Et nous l'avons voulu sous la forme d'un livre entretien, afin qu'il porte lui-même son propos et qu'il dise réellement. J'aurais porté le propos comme dans les précédents livres, le refus de tendre vers le néant, et qu'on dirait que j'ai été payé pour dire ce qui n'y est pas. Mais voilà, lui-même il a dit que c'est une responsabilité qu'il porte, et il a dit, je le cotise pour qu'il aille d'ailleurs au-delà de cela,
on verra ce qui paraîtra plus tard aussi. Le lecteur sent un personnage traqué, une personne traquée. Vous avez le même sentiment après l'avoir écouté? Traqué, non. Déçu, non. Acculé? Non plus. Lui, il est en paix avec lui-même. Je pense que c'est plutôt un personnage qui... il ne cache pas sa déception du monde politique, qui est un creuset de coups, d'inimitié, où chacun, pour se faire voir, est capable de te glisser des pots de banane, d'attenter à ta vie, de mettre à mal ta sérénité. Il a vécu sur un certain nombre d'années. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelque chose que la politique pourrait lui apporter qu'il n'a pas eu sur les 30 ans qu'il a fait dans ce mouvement. Et donc, je ne vois pas de déception, je ne vois pas de colère chez lui. Je vois plutôt le besoin, sinon l'embarras, que nous nous attachions à scruter que ce qui est visible au lieu de pousser le regard au-delà du ressenti, pousser le regard derrière le rideau pour voir est-ce que toutes les informations qui sont agitées, elles sont vraies, elles sont fondées, et si elles le sont, à partir de là, réduire une dynamique rationnelle ou en grille demander des comptes, sinon... Henri Djombo, c'est quand même, comme je l'ai dit au départ, un homme très inspiré, avec beaucoup de livres, 22 déjà à son actif, et puis dans les tiroirs. 23, ben voilà. Et puis, à son actif déjà 2 dans les tiroirs aussi qui attendent, dont une pièce de théâtre. Ai-je appris, vous qui l'avez côtoyé souvent, qui l'avez fréquenté très très souvent, comment il fait pour être inspiré? Quand vous avez du temps pour respirer, pour réfléchir, et vous intéresser à la marche du monde, vous êtes inspiré. Je pense que l'un des personnages les plus généreux, ce sont les écrivains. Parce que prendre de son temps, de son âme, de son esprit, et s'interroger sur la marche du monde, scruter le quotidien de ses voisins, questionner tout ce qui va et ce qui ne va pas, relève d'une grande preuve de charité. Et quand on est écrivain et qu'on sait s'adonner ou se donner du temps pour se plonger dans le non-dit des autres, dans le silence, leur souffrance qu'ils portent comme une croix, on a toujours matière à créer à partir de son imaginaire des œuvres. Et c'est ce qu'il fait, décharger. Déjà, tout en étant ministre, il crée beaucoup. Maintenant, il est déchargé, il a encore plus de temps pour questionner et essayer d'apporter des réponses à la marche. Une dernière question, on va retourner aux 72 heures du livre. Ça fait une semaine qu'on est là. Vous venez du Bénin, Cotonou, qui a son salon aussi, et qui l'a d'ailleurs organisé, vers la fin de l'année dernière. Vous connaissez beaucoup de rendez-vous sur le continent en matière donc de rencontres de livres. Vous connaissez aussi le salon du livre africain de Paris, etc. Qu'est-ce qui est à Conakry qui peut inspirer les autres pays? Je ne vois pas encore ce qui est à Conakry et qui peut inspirer. Ce qui pourrait plus ou moins, ce que je perçois comme un ajout, un complément, c'est qu'on soit parti de Conakry pour découvrir Bofa, qui est à plus de 150 km, rapprocher en fait l'événement de cette population qui n'en ont pas besoin, pour leur faire comprendre qu'en fait le livre aussi peut drainer du monde, et qu'ils rencontrent du beau monde. C'est en quelque sorte un filet jeté à la mer. On n'est pas sûr que cela donne du poisson, mais à force de le faire, ça fera repêcher du poisson. C'est une façon de dire que les enfants, les jeunes qui subissent ces événements, on n'a pas une métrique pour dire avec précision ce que ça leur apporte. Mais je suis sûr que demain, il y en a qui porteraient témoignage et qui diraient « Je suis devenu telle chose » ou « Je suis devenu tant » parce qu'à un moment donné, le livre est jusqu'à moi. J'ai compris que le livre pouvait être aussi intéressant. Stéphane Akploga, merci. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau autour de la littérature. On aura parlé pour la deuxième fois consécutive de cette initiative de 72 heures du livre de Conakry. Vous avez pu suivre Samy Tchak, lui qui est écrivain et grand auteur togolais qui parcourt le monde entier pour proposer son idée et sa façon de voir et de percevoir les cultures. Vous avez pu suivre Stephen Akplogan, lui qui est biographe et qui a écrit la vie d'un ancien ministre congolais, notamment Henri Djomboya. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite de passer un très beau week-end.